Modou Fall, Pape Sangone Mbaye. Pour une bonne modernisation de la gestion publique locale, afin d'améliorer les finances, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en partenariat avec l'Association des maires du Sénégal et celle des départements, adopte une charte fondamentale, visant même une fluidité relationnelle entre les différentes structures. Nous avons estimé que dans le cadre de l'approfondissement de la politique de décentralisation, les deux acteurs majeurs de la mise en œuvre de la décentralisation au niveau local devraient avoir un cadre de concertation, un cadre de dialogue, avec des engagements mutuels en termes d'atteinte de résultats. Une convention plus que bénéfique pour l'ensemble des collectivités locales. D'ailleurs, il est urgent d'engager tous les élus locaux. Nous avons pris l'engagement de vulgariser cette charte, aussi bien au niveau de nos collègues qu'au niveau des agents. L'année dernière, ils ont mis un logiciel qui s'appelle GEFILOG, la gestion des finances publiques locales. L'utilisation de ce logiciel permettra aux collectivités locales d'être beaucoup plus diligentes dans le traitement des dossiers d'engagement, d'utiliser moins de paperasserie, mais d'accéder à l'information à nos temps record. C'est des initiatives que nous encourageons. Cette convention va permettre à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor de créer d'autres niches financières, mais aussi réduire les délais de paiement. Hausse des denrées de première nécessité sur le marché. Les commerçants interrogés confirment, mais ils soutiennent ne pas être à l'origine de cette hausse. Les clients demandent à l'État de prendre des mesures idoines. Un reportage signé Fatimata Touré et Modou Diop. Bouteille d'huile à la main, ce père de famille est venu s'approvisionner en denrées de première nécessité. Mais mauvaise nouvelle pour lui, pratiquement tous les produits sont en hausse au marché tilène. Tous les produits sont en hausse, pommes de terre, oignons, riz, huile. Les commerçants ont tout augmenté. Par exemple, la bouteille d'huile de 5 litres coûtait 4 500 francs CFA. Maintenant, elle vaut 5 500 francs CFA. Il en est de même pour le sac d'oignons, qui était à 8 500 francs CFA. Maintenant, il est à 9 000 francs CFA. Le riz local a connu aussi une hausse de 1 000 francs. Même son de cloche chez cette restauratrice établie au marché Gueule-Tapée de la Médina. Très remontée, elle fustige la hausse des produits. Ils ont tout augmenté. Maintenant, la bouteille de 20 litres coûte 19 000 francs CFA, alors qu'auparavant, elle coûtait 17 000 francs CFA. Le sac de riz aussi a augmenté. Les commerçants aussi confirment la hausse, mais dégagent toute responsabilité. Je confirme cette hausse. Le riz, le sucre, l'huile, la pomme de terre, tous ces produits ont augmenté. L'huile coûte 19 000 francs CFA alors qu'elle coûtait 15 000 francs CFA. L'huile a connu une hausse ces jours-ci. L'huile raffinée est plus chère, mais pour les autres huiles, les prix restent intacts. Clients et commerçants trouvent anormal la hausse des prix des denrées de première nécessité et l'appellent l'État à prendre des mesures idoines pour alléger le panier de la ménagère. Et puis l'ANSD révèle un nouvel indice harmonisé des prix à la consommation. Il s'appelle Base 100 en 2014. Avec cet outil, l'inflation et les habitudes de consommation seront désormais maîtrisées. Une étude est déjà faite dans 5 zones du pays. Dakar, les zones Est, Ouest, Nord et Sud. Compte rendu de l'atelier de dissémination de l'indice signé à Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Jusqu'ici, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie travaillait sur la base de l'indice des prix à la consommation de 2008 et de 2013. Le constat, beaucoup d'insuffisances sont notés dans l'évolution des économies du pays. Un ensemble de critères a été mis en place, dont l'inflation. Et dans ce cadre-là, les autorités avaient mis en place en 1996 un indice des prix à la consommation pour évaluer le degré donc, de convergence des économies. Cet indice a été ensuite rénové en 2008, mais malgré ça, il présentait toujours des insuffisances. C'est après cela qu'on a ouvert donc, à partir de 2013 un nouveau chantier pour intégrer les nouveautés, les nouvelles normes édictées au niveau international. Avec cet indice base 100 en 2014, le taux de couverture est plus conséquent. Le relevé passe de 4 231 à 17 424. Avant, l'indice ne couvrait que les capitales des différents pays. Maintenant, avec le nouvel indice,
c'est l'ensemble du territoire national donc, qui est couvert. Et en ce qui concerne plus particulièrement les denrées alimentaires, c'est des produits, saisonniers. Pour certains d'entre eux, avant la saisonnalité n'était pas intégrée dans le calcul de l'indice, mais avec le nouvel indice base 2014, la saisonnalité est intégrée et de cette façon on capte mieux l'évolution des prix. Avec ce nouveau mécanisme, il est dit que même dans la sous-région, les habitudes de consommation seront mieux maîtrisées. Et puis le chef de l'État annonce une nouvelle loi sur le partage des retombées pétrolières et gazières. C'était ce matin lors du 4e sommet du bassin sédimentaire commun à la Gambie, au Sénégal, à la Guinée et la Guinée-Bissau. Compte rendu signé Ahmadouba et Ibou Diouf. Ce bassin sédimentaire occupe la partie centrale du grand bassin ouest africain. Il s'étend du bouclier de Réguiba au nord à la zone de rupture de Guinée. Une richesse qui nécessite une approche sous-régionale. Cette conférence réunit 4 pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la République de Guinée. C'est organisé chaque année comme cadre d'échange technique mais aussi administratif et financier. Cette conférence qui marque quand même la présence de près de 500 délégués montre qu'il y a une évolution depuis 2016. On a commencé avec 150-200 personnes. Aujourd'hui, on a plus de 500 inscrits. Le chef de l'État, Macky Sall, a évoqué de nouvelles mesures administratives pour aller plus vite dans le processus d'exploitation. Près de 70 bateaux qui vont travailler, qui vont entrer et sortir et qui vont travailler en permanence pendant 3 ans dans cette zone. Si chaque fois nous perdons 2 ou 3 semaines dans les procédures, chaque bateau va nous coûter au moins $150 000. Aussi bien Petrosen que le COS Petrogaz et le ministère devront adapter les nouvelles procédures administratives pour que l'on ne perde pas du temps de manière indue, puisque nous le savons, nous travaillons en mode fast track. Et je compte aussi doter notre pays d'une loi sur le partage des revenus tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz, laquelle loi devra encadrer l'utilisation de ces ressources financières et en consacrer naturellement une part aux générations futures. Le sommet du bassin MS-GBC est initié par Oil Gas Council et Petrosen. La 4e rencontre du genre a pour objectif la promotion des opportunités pétrolières et gazières dans l'espace sous-régional. Puis la douane sénégalaise a procédé à une nouvelle saisie au port autonome de Dakar de 120 plutôt kilogrammes de cocaïne dans le navire Grand Nigeria. La valeur du stupéfiant est estimée à 9 milliards 600 millions de francs CFA. C'est dans le même bateau que les Gabelots avaient saisi une importante quantité de drogue. C'était au mois de juillet 2019. Là-dessus, nous écoutons les explications du lieutenant-colonel Ibrahim Matiam, chef de division des douanes de Dakar, interrogé par Chérifia. Suite à une information qui a été transmise à l'autorité douanière, la plus haute autorité douanière, la subdivision de Dakar Port, et avec la collaboration de l'octrice, aussi avec l'assistance de la direction de la police scientifique, a procédé ce jour à une saisie de 4 sacs noirs contenant chacun 30 briques qui par la suite ont été testées positives à la cocaïne. Le total de cette saisie fait 120 briques, le calcul est simple, 4 sacs fois 30 briques, ça vous fait 120 kg, c'est des briques de 1 kg. Mais ce qui a été constaté sur ces sacs trouvés à bord du navire Grande Nigeria, et plus exactement dans le local destiné à l'aération et à la ventilation. Les logos qui ont été constatés effectivement et les marques constatées sur les briques saisies par la subdivision de Dakar Port sont totalement différents de ce qui a été saisi lors des précédentes prises effectuées par la subdivision de Dakar Port.
Arrestation de Guy Marius Sagna. Des organisations de la société civile prennent sa défense. Amnesty Sénégal, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains dénoncent les conditions de détention de l'activiste. Ces organisations prévoient une plainte contre l'État du Sénégal dans les juridictions internationales et à la CEDEAO. Elle faisait plutôt face à la presse ce matin. Un compte rendu signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. Guy Marius Sagna. Face aux journalistes, ces organisations de défense des droits de l'homme démontent et dénoncent les conditions de détention de l'activiste. Guy Marius Sagna se trouve dans le quartier de haute sécurité du camp pénal, là où on détient les détenus les plus dangereux, notamment les personnes accusées ou condamnées pour terrorisme. Et aujourd'hui, il partage sa cellule avec une personne qui a été condamné pour terrorisme. Donc le maître dans ce quartier n'a qu'un seul but, faire en sorte que sur le plan moral il soit cassé et qu'à sa sortie il puisse renoncer à tous les combats qu'il porte. Depuis maintenant 2 mois qu'il est dans cette prison, il n'a vu que 7 personnes. Alors si parmi ces 7 personnes vous sortez moi-même, parce que je fais partie de ces 7 personnes, et son épouse, donc il n'a reçu que 5 personnes. De son arrestation à son déferment au camp pénal, de la pure manipulation politique pour Maître Diomandiaï. Depuis 1 mois, il a été déféré dans un endroit estampillé comme de haute sécurité. Ça veut dire qu'on le considère comme un homme dangereux, on viole sa présomption d'innocence, on viole sa dignité, on restreint son droit à la visite et on a fait négation de tous ses droits. Énième arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna, un nouveau cas qui compromet la démocratie au Sénégal. Les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas respectés. Et tout cela n'aurait pu avoir lieu si on avait des institutions républicaines, impartiales, indépendantes et qui protègent les citoyens. Parce que tout ça, la République, le pouvoir, a des institutions pour accomplir ses forfaits. Parce que ce sont des tribunaux, ce sont des juges, ce sont des procureurs qui permettent la violation de ces droits, des fonctionnaires qui sont là. Au-delà des juridictions internationales, ces défenseurs des droits de l'homme s'engagent également sur d'autres fronts, la réforme approfondie du Conseil supérieur de la magistrature, mais également la nécessité de mettre en place un juge de la détention. Aminata Mbaresso, Maïmouna Sarr, 20 ans, portée disparue depuis le 3 janvier dernier. Sa famille s'inquiète car l'enquête ouverte par la police n'a encore rien donné. Notre équipe en banlieue a rencontré sa mère qui est à sa recherche, plus précisément à Keur Massar. Reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Elle est à la recherche de sa fille depuis 45 jours. Maïmouna Sarr célébrait son 20e anniversaire le 3 janvier dernier. Elle a quitté la maison familiale sans dire au revoir en compagnie de son amant, un inconnu selon la famille. Depuis, aucun signe de vie. Un homme était venu demander la main de ma fille. J'avoue qu'il était un inconnu pour nous. Peu de temps après, je n'ai plus les nouvelles de ma fille. Il l'a amenée sans pour autant l'épouser. D'après des témoins, le seul en question a marabouté ma fille. La police a été saisie. L'enquête ouverte n'a encore rien donné. Le cœur meurtri, sa mère garde espoir. Nous avons porté plainte contre cet homme, mais cela n'a rien encore donné depuis près d'1 mois. Avant-hier, quand j'ai appris l'assassinat de la fille à Thiaroye-sur-Mer, je suis devenue plus inquiète. Je pense à ma fille. Je veux qu'on m'aide à retrouver. Je veux qu'on m'aide à la retrouver. Aux dernières nouvelles, Maïmouna Sarr a été localisée à Mbour. buñ ko recensé ba xam ne mu ngi Mbour si la sama doom bi dem foofu ne leen ci lan nga nekk ñu ne ñun de recensé nañ ko si tey si suba gi waaye dimanche si guddi gi la dem Mbour boobu ba léegi ëpp mot na 1 mois xanaa tey wala mu manqué benn fan rek. La mère de Maïmouna Sarr craint le pire, en cause les nombreux cas de meurtre constatés ces temps-ci.
Cette opération conjointe de sécurisation police-gendarmerie dans le département de Dakar. Les deux forces combinent leurs actions pour traquer les délinquants et installer la peur donc dans le camp des bandits, selon le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui a assisté au lancement de l'opération. Je vous propose de l'écouter avec des images de la police nationale. Pour que les deux services travaillent ensemble dans une opération de sécurisation, principalement à Dakar, à Kaolack et à Touba. Parce qu'en fait, vous avez tous constaté que c'est peut-être dû à l'étendue de ces agglomérations que la délinquance aujourd'hui commence quand même à un peu avoir certains niveaux. Et je pense qu'il faut rassurer les populations. C'est pourquoi j'ai dit non seulement il faut le faire, mais il faut que les gens sachent ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous le faites, hein, mais le fait déjà de joindre vos forces montrera en tout cas peut-être qu'il n'y a pas de niche, il n'y a pas un élément qui est couvert aujourd'hui, l'autre qui n'est pas couvert. Parce qu'en fait, si vous travaillez ensemble, c'est toute l'étendue du département aujourd'hui qui sera couverte. Et la même chose sera également de mise à Touba, la même chose sera également de mise à Kaolack. Je pense que ce qui est, comme vous l'avez dit, effectivement, ce qui est surtout important, c'est que les gens sachent, surtout que les bandits sachent que la peur doit changer de camp, tout simplement, et que les populations soient rassurées. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais tenu moi-même à venir lors du lancement, mais je sais qu'on peut compter sur vous. Vous avez les aptitudes, vous avez les formations, et je sais que vous avez également la volonté et l'engagement pour réussir la mission. Puis retenez qu'à l'issue de l'opération de sécurisation conjointe, 479 individus ont été interpellés pour diverses infractions, 130 véhicules mis en fourrière, 45 motos immobilisées, en kilogrammes de chanvre indien saisis. L'opération donc a eu lieu hier aux alentours de 21h30. La restitution du 38e rapport national pour la facilitation des transports regrette les temps perdus considérable à cause du nombre de postes de contrôle. Le coût également pose problème au niveau des corridors. Les explications de Mbaye Chimère Ndiaye, il est superviseur OPA plutôt, interrogé par Thiaba Aliba et Pape Sangone Mbaye. Dakar Bamako, il y en a 19. Et Dakar Abidjan Bamako, on compte 37 postes de contrôle. Alors que la norme communautaire exige aux États 3 postes de contrôle. Si vous prenez le paiement des faux frais sur le long de ces corridors, si vous circulez sur la zone UEMOA, les chauffeurs perdent 92 250 francs CFA en moyenne. Si vous prenez maintenant le corridor Dakar-Bamako, ce montant s'élève à 146 390. Celui de Abidjan-Bamako s'établit à 114 925 francs. Donc ça aussi c'est exorbitant parce que c'est des prélèvements licites. Donc ce qui va aussi, ce nombre important de postes de contrôle va induire des pertes de temps énormes sur le long de nos corridors. En moyenne, sur la zone UEMOA, 132 minutes sont de temps perdu. Donc si vous faites un voyage sur le corridor Dakar-Bamako qui nous intéresse particulièrement, c'est 130 minutes perdues. L'administration du travail compte effectuer 100 000 visites au niveau des entreprises pour un contrôle de la situation des travailleurs. L'année dernière, 2000 visites de contrôle ont été effectuées. L'amicale des inspecteurs et contrôleurs du travail qui procédait au lancement de ces activités a saisi l'occasion pour appeler tous les employeurs de presse à se conformer aux dispositions inscrites dans la nouvelle convention collective des professionnels des médias. Compte rendu de la manifestation signée Ibrahima Khan et Maria. Réunis autour de leur amicale, les inspecteurs et contrôleurs du travail réfutent l'information selon laquelle l'administration du travail ne contrôle pas suffisamment les entreprises, privées surtout, pour s'imprégner de la situation des travailleurs. L'administration du travail est quotidiennement sur le terrain. L'année passée, l'administration du travail a fait plus de 4000 visites d'entreprise. Maintenant, c'est tout le sens également et le rôle que doit porter le syndicat
sur les actions de l'administration du travail, les montrer au public. Parce que ceux qui sont concernés par ces visites-là, par ces contrôles, à savoir l'employeur et les travailleurs, ils savent, mais le grand public ne sait pas. Dans ce contexte marqué par l'adoption d'une nouvelle convention collective pour les professionnels des médias, l'administration du travail se veut claire. Tout signataire est tenu de se conformer au texte. Celui qui signe, il doit lui-même, sans pour autant qu'on l'on puisse l'y contraindre, appliquer. Maintenant, si vous ne le faites pas également, c'est également il y a la responsabilité du travailleur lui-même. Le travailleur également, l'administration doit faire son travail. Mais les travailleurs qui savent que leurs droits sont lésés doivent faire également ce pas-là vers l'administration du travail. Donc l'administration du travail prendra toutes les garanties pour au moins préserver leur anonymat. S'agissant de la hausse des rémunérations dans le privé entrée en vigueur en ce début d'année, un contrôle va s'effectuer pour amener les employeurs récalcitrants au respect de la mesure. L'administration du travail se portera fort d'aller en visite pour vérifier la conformité, l'application de ces accords-là par les employeurs. L'administration du travail invite tous les employeurs au respect du droit de leurs employés. Elle appelle également tout travailleur qui voit ses droits bafoués à se rapprocher d'elle pour une diligence de son différend avec sa boîte. Mode culture à présent, les journées du documentaire artistique de Dakar en festival pour valoriser le travail des réalisateurs d'Afrique et du monde. Un événement qui vise à promouvoir l'art à travers d'autres supports. Plus de détails, nous écoutons là-dessus Alioune Diop, initiateur du festival, interrogé par Fatimata Touré et Ababakar Kamara. On a mis sur pied ce festival pour renforcer l'agenda culturel et touristique du Sénégal. Mais aussi nous voulons valoriser le travail des réalisateurs d'Afrique et du monde. Mais aussi nous cherchons à donner, nous voulons donner aux arts un autre support promotionnel. Voilà la raison pour laquelle on a mis sur pied ce festival où on ne projette que des films qui parlent d'art. Les acteurs culturels ont répondu massivement. C'était émouvant. On a projeté des films où on a vu que des artistes qui nous ont quittés. Ibrahim Kebe, Seni Kamara, Souley Kamara, Moustapha Dime. C'était vraiment émouvant. On ne s'était pas rendu compte que l'ouverture, c'était vraiment une ouverture hommage. Il a fallu qu'on regarde les films pour se rendre compte que vraiment il y avait de l'émotion. La page internationale de ce journal se résume en 4 points, entre autres les pluies diluviennes au Brésil qui ont fait plus de 50 morts et des 38 civils qui ont péri dans une attaque dans l'est de la RD Congo. C'est avec Daniel Diouf. Évacuation sanitaire pour Djibril Bassolé à Paris. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères a rejoint ce mercredi une structure spécialisée dans le traitement du cancer. Malgré sa condamnation à 10 ans de prison ferme, il a reçu l'autorisation d'aller se faire soigner en France. C'est en accord avec les autorités politiques que le procureur militaire a donné son feu vert à son évacuation en échange d'une caution de 30 millions de francs CFA. Les autorités de Lagos annoncent l'interdiction des mototaxis. Le gouvernement local justifie cette mesure qui a pris de court chauffeurs et usagers par les nombreux accidents mortels sur les routes. La mesure entre en vigueur dès le 1er février prochain dans les principaux districts de la ville. Ces moyens de transport emploient pourtant des centaines de milliers de jeunes et sont utilisés par des millions de personnes. Nouvelle attaque dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. 38 civils tués, 3 villages ont été ciblés par les rebelles ADF. La tuerie s'est déroulée près de 2 semaines après la prise de Médina, le quartier général des rebelles, par les FARDC, l'armée congolaise. Les rebelles ADF sont tenus responsables de la mort de près de 250 civils dans des attaques durant les 2 derniers mois de 2019. Enfin, les inondations de ces derniers jours au Brésil ont provoqué la mort d'au moins 53 personnes, selon un dernier bilan provisoire. Les pluies torrentielles qui ont touché le sud du pays ont provoqué d'importants glissements de terrain. Selon les autorités, 19 personnes restent à cette heure portées disparues après un glissement de terrain samedi dernier. Des milliers de personnes ont été évacuées. Face à un tel drame, l'état d'urgence a été déclaré dans 47 villes.
Et puis la 3e édition du football solidaire prévue les 15 et 16 février prochains. Une activité de collecte de fonds pour permettre aux enfants démunis de pouvoir continuer leurs études. L'association Éducation Solidaire a fait face à la presse pour en dire davantage. Compte rendu signé sur Salibou Diarra et Ahmadouba. Des buts pour l'éducation, le levier du football solidaire. 3e édition du genre, les 15 et 16 février prochains. Un événement pour collecter de l'argent afin d'assurer la scolarité aux enfants démunis et promouvoir l'éducation inclusive. Solidaire se veut un moteur et un moyen, un prétexte en tout cas, pour que les enfants, les jeunes, les adultes et même les vieux de 80-90 ans, en tout cas un prétexte pour eux qu'ils puissent participer à cet effort de scolarisation des enfants démunis. Comment? À travers des matchs de football que nous organisons au complexe SoFoot. Donc 5 joueurs de champ et un gardien de but. Collecter un minimum de 20 000 francs, sachant que chaque équipe est libre de collecter un peu plus. En tout cas pour nous, pourquoi 20 000 francs? C'est parce qu'avec 20 000 francs, au minimum, on peut accompagner un enfant pendant toute une année. Au moins 150 équipes de 6 jours sont espérées. L'idée étant qu'au-delà même de cette pratique de football et du sport, en tout cas, que les uns et les autres puissent prendre du plaisir à participer, prendre du plaisir à inviter d'autres personnes à venir prendre part à cette activité de recherche de fonds, mais surtout, par rapport en tout cas à permettre à des enfants démunis d'accéder concrètement à l'éducation. La mobilisation pour la bonne cause, l'ambassadrice de cette édition dit l'attendre des Sénégalais. Mobilisons-nous parce que c'est vraiment une cause noble. Et c'est pour nous que nous le faisons avant tout. C'est pour nous. Il est question de partage, il est question d'amour. Et c'est un être humain qui peut le donner à un autre. La 3e édition du football solidaire, c'est du 15 au 16 février prochain au terrain SoFoot sur l'avenue Malick Sy. Pas moins de 800 joueurs âgés de 12 à 90 ans doivent y participer. Et puis, première institutrice CAF du Sénégal, Aïcha Henriette Ndiaye, dresse sa feuille de route. L'ancienne internationale compte participer au recyclage des techniciens locaux et faire des émules chez les filles. Elle s'est entretenue avec Boubacar Diassi et Lamine Magnan. Et puis retenez que l'équipe nationale. Que ce soit homme ou femme, ça sera les deux. Mais aujourd'hui, à un certain niveau qu'on m'a déjà nominé, ça veut dire que ceux qui vont se préparer en licence, c'est au niveau de la CAF. C'est quelque chose qui sera là à tout moment. La direction technique qui sera derrière moi, ça j'en suis sûr. Et qu'à partir de ça, je crois que ça va être facile pour moi. Bah oui, moi je l'ai toujours dit. J'ai dit, quand on parle des femmes, ils ont des limites. C'est juste qu'elles ont peur d'accéder. Mais aujourd'hui, il faut avoir une mentale forte, avoir la modestie, être patiente, parce que c'est quelque chose qui demande de la patience. Et qu'aujourd'hui, si je suis atteinte à ce statut, c'est parce que j'ai été trop patiente. Et avec cette patience aussi, il y a quelque chose qui demande aller chercher des informations, faire des échanges. Et puis retenez que l'équipe nationale de handball connaît le calendrier de ses rencontres du tournoi de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle débute face à l'Argentine le 20 mars, puis l'Espagne le 21 et termine par la Suède le 22 mars. Face à ces grandes nations de la discipline dans ce tournoi prévu en Espagne, les Lions partent en outsider. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. En attendant, je vous laisse avec Aram Touré pour la